Vous le savez, en France, on aime bien tout normer, on aime bien tout réglementer, on aime bien tout contrôler. Et s'il y a bien un sujet qui a le vent en poupe en ce moment, pendant la phase d'élection municipale en cours, c'est celui de l'encadrement des loyers. Ici, nous sommes donc sur une chaîne d'investisseurs immobiliers, et donc c'est un sujet qui nous touche directement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un certain nombre de cas historiques en France et ailleurs dans le monde, dans lesquels ce genre de dispositifs ont été mis en œuvre et les résultats qui ont été systématiquement obtenus. Ça va permettre d'éclairer un point très concret, qui est que, en ce qui me concerne, quand je suis dans une zone où les loyers sont comme ça régulés, plafonnés, et ben, en fait, j'y vais juste pas pour investir. Parce qu'à un moment donné, vous avez une équation qui ne fonctionne plus entre des coûts qui augmentent d'exploitation, liés à l'inflation, le coût de l'énergie, et cetera. Vous avez des matériaux et des services qui augmentent pour tous les travaux qui sont de plus en plus importants. Vous avez une taxe foncière qui augmente, vous avez tout qui augmente. Mais votre loyer, lui, il doit rester stable. Et donc, à un moment donné, quand votre équation était rentable, eh ben, passé un certain temps, elle ne le devient plus du tout. Donc, quand moi, je ne peux pas maîtriser les différents paramètres de mon investissement, j'y vais juste pas du tout. Et finalement, c'est par cette analyse, je dirais rationnelle et individuelle, mais multipliée par des centaines de milliers ou des millions de bailleurs, qu'on arrive à des situations paradoxales où on se retrouve avec une offre de logement qui va reculer précisément là où la demande est la plus forte. C'est vrai dans les grandes métropoles, mais c'est vrai aussi dans les plus petites villes de province. Et donc dans cette vidéo, on va regarder point par point des exemples de ce qui s'est passé, et donc avec mon conseil final, mais vous l'avez déjà senti, essayez de ne pas investir dans ces zones-là parce que vous ne maîtrisez pas votre investissement dans la durée. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais ce genre de mesure a été déjà déployé en France sur des longues périodes de temps. En l'occurrence, à partir de 1914 et jusqu'en 1948. 1914 parce qu'on était dans une mesure d'urgence de guerre. Il fallait faire quelque chose. Et chaque année, après, ça a été reconduit pendant 34 ans. Donc aujourd'hui, on est dans le même schéma. Ça a été mis en place il y a quelques années et chaque année, c'est reconduit. Donc la dernière fois, ça a duré 34 ans en France. Ça permet aussi de se dire, OK, l'échelle de temps auquel je dois m'attendre. Et alors, je vous ai sorti quelques chiffres parce que je pense que c'est assez intéressant quand même de voir quelles ont été les conséquences concrètes. Donc en 1948, à la fin de cette période, et pourquoi on l'a arrêté, en fait, les locataires, c'est assez amusant quand on y pense aujourd'hui, ne versaient en moyenne que 2% de leurs revenus pour les loyers. Alors que c'était 15 à 20% en 1914, au moment où c'était mis en œuvre. Alors aujourd'hui, les loyers, c'est plutôt entre 30 et 50%, hein. C'est pour ça qu'il y a cette volonté d'encadrer les loyers. Mais donc, situation un peu similaire en 1914, contexte différent bien sûr avec la guerre, mais donc 34 ans plus tard, ils ne payaient plus que 2%, parce que en fait, tout avait énormément augmenté, sauf les loyers. Et donc on s'était retrouvé avec des valeurs réelles d'immeubles qui, dans certaines villes comme Lyon, par exemple, avaient chuté de 90% entre 1914 et 1948. Donc vous êtes un bailleur, vous achetez, alors pour peu qu'il soit encore debout, un immeuble en 1914 ou juste avant, en 1948, en argent constant, il a perdu 90% de sa valeur. Comment est-ce qu'on peut avoir envie d'investir dans quelque chose comme ça? Alors, à l'époque, on ne savait pas. Maintenant, on a du recul. Donc c'est assez intéressant à voir. Et on était arrivé dans une situation qui ressemble un peu à celle qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que le coût de la construction avait énormément augmenté. Et typiquement, toujours entre 1914 et 1938, là pour le coup, pour rester sur une période un peu plus courte, on avait eu quand même, donc le prix de la construction d'un bâtiment avait augmenté de 40%. Ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui, avec les normes environnementales, les obligations de DPE, les interdictions à louer, etc. On retrouve le même schéma, où on a un problème au point de départ. Effectivement, le loyer représente trop du budget des personnes, mais le vrai problème, c'est peut-être qu'elles ne gagnent pas assez, c'est peut-être un problème de pouvoir d'achat. Donc du coup, on régule, et résultat, 25-30 ans plus tard, ben, le coût de la construction a augmenté de 40%, le coût de la vie a explosé, la crise de 29 est passée par là, et on se retrouve avec des immeubles qui ont perdu 90% de leur valeur. Donc en termes d'investissement, on va dire qu'il y a mieux, quoi, hein. Et donc, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette loi, bah, elle a vraiment provoqué une vraie crise du logement longue,
hein, et vraiment intense, et puis sans précédent parce que c'est vrai que ça n'avait pas été testé, en tout cas pas en France, et qui a découragé finalement la construction pendant 30 ans. C'est exactement ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, donc dans les grandes villes, il y a beaucoup de débats, vraiment dans les grandes municipalités aujourd'hui. Moi, mon objectif, c'est pas de tirer, je suis pas là pour faire de la politique, moi je suis juste un investisseur, donc je raisonne en termes de chiffres. Moi, ce que je vois, ce que j'observe, c'est que la dernière fois que ça s'est fait, voilà ce qui s'est passé en sortant, et moi j'ai pas envie que mon investissement, il perde 90 de sa valeur à la fin. Parce que, sinon, bah, je vais juste faire autre chose, quoi, hein. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'il y a une petite anecdote assez amusante, c'est qu'on considérait qu'en 1949, ce qui s'appelait à l'époque le ministère de la reconstruction, hein, qui avait été fait donc après la Deuxième Guerre mondiale, donc affirmait, je lis, hein: «Les ménages français avaient dépensé 7 fois plus en tabac qu'en loyer». Bon, on est quand même dans une situation qui est, extrêmement, particulière, on va dire. Mais qui prouve bien à quel point ça peut être délétère pour le patrimoine, des investisseurs. Maintenant, je vous propose de parler d'une deuxième période, toujours en France. On va sauter un peu dans le temps, on va aller en 1981. Donc là, on est sur l'arrivée de François Mitterrand. Encore une fois, on n'est pas là pour faire de la politique, on est juste là pour faire des marqueurs temporels, pour voir un petit peu où on en est. Donc ça veut dire que ça fait 30 ans, en gros, qu'on est sorti de cette phase, d'encadrement des loyers, et donc on arrive de nouveau dans une phase où on se dit: «Oui, mais quand même, l'idée, ce serait de réformer profondément tout ça». Et donc il y a une loi qui sort, qui, est sortie par le ministre du Logement de l'époque, hein, qui s'appelait, Roger Quilliot, voilà. Et donc le 22 juin 82 sort une nouvelle loi de contrôle des loyers, donc qui est réinstaurée, et puis toutes sortes de choses qui ont été commencées à être mises en place à ce moment-là contre les expulsions qui sont rendues extrêmement difficiles en cas d'impayé. Donc il y a la trêve hivernale, mais il y a d'autres choses. Aujourd'hui, on le vit pleinement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pareil, est de nouveau sur la table parce qu'on est arrivé dans une situation ubuesque où 45 ans plus tard, ça devient quasiment impossible de sortir, quelqu'un. Alors, il y a des situations personnelles, qui sont, dramatiques, on est d'accord, mais c'est pas au bailleur de jouer son rôle de protection sociale, à un moment donné. L'État est là pour ça. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que donc en 1982, donc sort cette loi et puis donc de nouveau, on est sur de l'encadrement des loyers et donc, meilleur contrôle des expulsions, enfin la difficulté à expulser en cas d'impayé, je précise bien. Et donc, on se retrouve de nouveau avec 2 effets hyper négatifs et immédiats. Donc on a une chute, mais tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, des constructions, de location, privée, hein, de logements, locatifs privés, et puis donc, on se retrouve avec une impossibilité de se loger, bah, de nouveau la même chose. Pour les locataires les moins fortunés ou les moins attractifs. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez 50 candidats, 100 candidats, sur Paris, des fois c'est 600, 700, 800 candidats pour un logement, j'ai envie de dire, forcément ça va aller vers ceux qui, amèneront le plus de garanties. Ou, ça va donner lieu à des magouilles, à des passe-droits, à tout ça. Donc, finalement, là aussi, depuis 82, il y a eu ça et donc immédiatement, les investisseurs se sont désengagés et encore une fois, hem, moi je me positionne là-dedans puisque j'en suis un et c'est vrai que quand on a plus son rationnel économique et qu'on se dit qu'à terme, on va perdre potentiellement, 50 voire 90 de la valeur de son bien en euros constants, bah, pourquoi faire en fait? Voilà, encore une fois, on n'est pas là pour se pour remplacer le parc social, comme on le voit dans le dispositif Jeanbrun, par exemple, dispositif fiscal récent, où globalement, on nous demande de faire du social ou du très social. Non, c'est pas notre rôle, en fait, l'État est là pour ça et on paye beaucoup d'impôts pour qu'il le fasse. Donc, restons chacun dans notre rôle. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que systématiquement, là aussi, ça fait une chute de l'offre et donc beaucoup plus de difficultés. En fait, ça décourage tout simplement l'investissement locatif. Et donc cette chaîne est dédiée à l'investissement et notamment à l'investissement locatif et je vous incite à être extrêmement vigilant par rapport à ça parce que au début, on se dit: «Oui, c'est pas très grave», mais tout dépend combien de temps vous allez garder votre bien. Mais si vous êtes sur des échelles de temps à le garder jusqu'au bout et en faire du patrimoine, sachez que donc vous aurez, probablement une décote très importante et pendant tout ce temps-là, vous n'aurez pas pu rattraper l'inflation et cetera, avec vos loyers. Donc c'est compliqué, tout ça, à gérer. Et en fait, ce qui s'est passé, par rapport à cette période, c'est que 4 ans plus tard, en 1986, ben, cette loi, bah, elle a été, tout simplement abolie, la loi Quilliot. Parce qu'en fait, il était, extrêmement temps, de relancer, on va dire, un choc d'offres et parce que l'offre s'était complètement,
Complètement, elle avait disparu quoi, hein, tout simplement. Elle s'était extrêmement réduite et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on observe. C'est-à-dire qu'on a certaines villes où on va avoir l'offre qui va descendre de, 10-15-20. L'offre locative sur 1-2-3 ans, hein. Très, très rapidement, dès la mise en œuvre, dès la mise en place de cet encadrement de loyer ou quand on sait que potentiellement ça va arriver bientôt. Parce que là, on se débarrasse en fait. Et quand on a déjà un bien, bah, à la limite, on se dit: «Bon, ça dépend, s'il est déjà amorti, on va juste, pas le louer et puis c'est tout, hein». Parce que finalement, il est là, et c'est pour ça qu'il y a tellement de logements vacants aussi. Donc tout ça, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc on pense que c'est une bonne idée parce que les locataires vont payer moins cher, mais au final, c'est pas du tout le cas. Et maintenant, je vais vous parler d'autres cas qui se sont passés dans d'autres pays. Donc on va sortir de la France, mais pour vous montrer qu'en fait, c'est juste une règle un peu universelle, liée à l'investissement immobilier et à la relation entre un bailleur qui doit chercher une rentabilité et un locataire qui, plus il y aura d'offres, meilleure sera la qualité de cette offre et plus bas seront les loyers. C'est toujours pareil. Moins d'offres, plus de rareté, loyer plus haut. Maintenant, je vous propose d'aller en dehors des frontières de France, chez nos voisins allemands, qui ont tenté le même genre de choses en 2020. Pourquoi? Parce qu'en fait, entre 2010 et 2020, les loyers dans la ville de Berlin avaient doublé. Donc un très très gros engouement pour cette ville. Et donc le gouvernement s'est dit, eh ben, alors le gouvernement du Land, hein, s'est dit, bah, ce serait bien de geler les loyers entre 2020 et 2025, donc pour une période de 5 ans, pour ben, permettre un petit peu d'assainir tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plusieurs choses. Alors la première, c'est que à partir de 2019, en gros quand ils ont commencé à se dire: «OK, l'année prochaine ce sera mis en place», donc entre 2019 et 2020, l'offre locative a baissé de 8 au global. Donc le parc locatif global a baissé de 8. C'est-à-dire qu'il y a quasiment un logement sur 10 qui est sorti du marché. Il a été revendu à quelqu'un qui habitait dedans, mais du coup pour l'acheter, ou alors, simplement il a été mis en pause pendant 5 ans, en attendant, 2026 de pouvoir le remettre et cetera dans de meilleures conditions et avoir un loyer qui est mieux calculé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont aperçus à partir de tout de suite, hein, donc ça a été mis en œuvre en février 2020 et dès le mois de mars 2020, ils ont remarqué plusieurs choses. La première, c'est que, bah, globalement, le nombre d'offres, d'annonces avait été divisé par 2. Et ce qu'ils se sont aperçus aussi, c'est qu'il y avait à peu près 35 de ces offres qui, finalement proposaient 2 loyers. Un loyer officiel, figé, tel que demandé par, le gouvernement, du Land et un autre loyer officieux, qui était là dans la relation entre le bailleur et le locataire. Donc en gros, il y avait une partie qui était officielle et une partie qui était en cash ou sur une autre manière. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, pour le bailleur, c'est très compliqué de se dire: «Pendant 5 ans, on va pas pouvoir toucher au loyer». Pour ma part, j'ai tendance à pas les augmenter tous les ans et cetera. C'est plus quand il y a des changements de locataires après une longue période ou quand il y a eu pas mal de travaux que du coup j'essaie d'amortir les choses. Mais je préfère avoir une relation long terme avec quelqu'un plutôt que d'aller, chaque année essayer de gratter, quelques dizaines d'euros en plus pour suivre l'indice, des loyers. C'est un choix qui est très personnel. On peut faire autrement. En tout cas, la loi nous autorise à faire autrement. Et là, en fait, les bailleurs, on leur a dit: «Bah, pendant 5 ans, vous allez rien pouvoir faire». Donc nous, État et tout ça, on va augmenter la taxe enfin, l'équivalent de la taxe foncière, de toutes les taxes, de toutes les normes, de tous les coûts de travaux et cetera. Mais par contre, vous, vous stagnez sur vos recettes. Donc en fait, vous avez plus de dépenses et vous stagnez sur les recettes, hein. C'est compliqué, hein, parce que si les loyers ont fait x2 dans la période précédente entre 2010 et 2020, c'est pas complètement juste parce que les bailleurs sont des gros enfoirés rapaces, hein. C'est peut-être aussi parce que les dépenses en face ont explosé. Les coûts de l'énergie, le coût des travaux, les obligations, réglementaires et cetera. Donc c'est très vite lié, hein, quand même, hein. Quand vous avez votre taxe foncière, qui double, bon, ben, voilà, à un moment donné, ça c'est pour la France, mais à un moment donné, bah, vous allez répercuter un minimum parce que sinon votre rentabilité, elle est plus au rendez-vous et si vous avez plus de rentabilité, ça sert juste à rien de se faire chier, hein. Voilà, j'utilise un terme un peu vulgaire, mais quand même c'est vrai, parce que vous allez quand même devoir gérer, des travaux, un bien, de l'administratif, des locataires, et cetera. Bon, enfin, c'est du travail tout ça, hein, c'est pas passif, hein, comme, certains pourraient le croire et ça, bah, si derrière il y a plus de rentabilité, ça sert juste à rien et vous faites autre chose, de votre temps et de votre investissement. Donc ils ont observé ça et d'ailleurs 1 an après le lancement, du Mietendeckel, c'était même 50 des annonces qui proposaient un double tarif. Donc au final, on s'est retrouvé dans la situation où, c'était nouveau très compliqué sur Berlin et donc qu'est-ce que les gens ont fait? Bah, ils sont allés sur les villes autour, qui proposaient pas l'encadrement des loyers et eux, bah, ils avaient pas forcément une capacité d'acquérir tous ces gens-là. Ils se sont dit: «Bah, OK, on a une offre qui reste stable. Par contre, on a beaucoup plus de demandes», donc les prix ont augmenté de 12 par exemple dans la ville de Potsdam qui est juste à côté.
Et ça, c'est les lois du marché, hein, d'une manière générale. La rareté fait le prix. Si à un moment donné, il y a beaucoup d'offres, les prix baissent. Si demain, toutes ces grandes villes aujourd'hui en France qui ont mis en œuvre ces encadrements de loyer, elles lâchaient l'affaire là-dessus, non seulement elles pourraient se permettre de continuer à augmenter leurs impôts locaux, même si c'est pas forcément une très bonne idée, mais quand bien, voilà. Mais surtout, du coup, il y aurait plus de personnes qui remettraient les biens sur le marché parce que ça atteindrait un minimum de rentabilité acceptable. Et donc, du coup, qui dit plus d'offres, dit ben, plus de choix pour les locataires et dit des loyers qui baissent parce qu'il y a plus de concurrence. C'est toujours la même chose. Si vous êtes dans une zone où il y a zéro concurrence, ben, vous imposez vos tarifs. Tout simplement. Comme dans n'importe quel secteur d'activité. C'est juste les lois économiques de base, sachant que quand même il y a cet aspect de dépenses liées aux coûts publics, etc., qui est quand même assez important en France et qui est quand même pas négligé. Par rapport à ça, c'est pas, enfin, l'argent va pas complètement dans la poche du bailleur, hein. Enfin, très clairement, hein. Moi, sur mon parc, j'ai un certain nombre de mois de loyers qui vont directement dans la poche de l'État, hein, sous forme de taxes foncières ou d'éléments du même genre. Faut pas croire que c'est que de l'enrichissement personnel, hein, du tout, hein, et ça d'ailleurs c'est très important de calculer quand vous faites vos calculs de rentabilité. Bon, passons là-dessus. Et donc, on est nouveau effectivement dans un cas de figure avec l'Allemagne où les véritables perdants, bah, c'était toutes les personnes qui cherchaient un logement, quoi, hein, finalement. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller dans un autre pays. On va rester en Europe, mais on va aller à Stockholm. Donc, là, on est dans une situation magistrale parce que ça fait 80 ans que les loyers sont encadrés à Stockholm. Donc ça permet d'avoir un bon recul. Et je vous ai sorti quelques chiffres parce que ça sert à rien de parler pendant 107 ans de qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, etc. Ce qui est important, c'est de voir c'est quoi la conclusion. Au bout de 80 ans, ok, bon, il y a eu évidemment des choses intermédiaires. Donc aujourd'hui, ou en tout cas récemment, on va dire à fin août 2023, donc on est il y a 2 ans et demi, quoi. À peu près, c'est les moments où il y a eu vraiment des statistiques qui ont été faites. On avait 810 000 personnes inscrites sur liste d'attente pour l'agence de logement de Stockholm. Donc c'est le plus grand chiffre depuis la fondation de l'agence en 1947, juste après la Deuxième Guerre mondiale. 810 000 personnes. On n'est pas sur du logement social, hein. Ensuite, on a donc pour un appartement en moyenne, au centre Stockholm, le délai d'attente, donc dans cette période 2022-2023, était de 18 ans. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, pas d'offres, beaucoup de candidats, liste d'attente, voilà. Encore une fois, hein, c'est le fait d'avoir encadré les loyers, il n'y a plus d'offres, ou il y en a beaucoup moins, parce que c'est plus rentable. Et donc si c'est plus rentable, on ne le fait juste pas, en fait. Et d'ailleurs, le locatif s'est énormément réduit dans la ville de Stockholm. Sur les 30 dernières années, ils sont passés de 54% de locatifs à 36%. Donc il y a eu un tiers à peu près des gens qui ont fini par soit essayer d'acheter, quoi, finalement. Parce qu'en définitive, à un moment donné, vous attendez tellement longtemps que c'est plus possible. Sauf que ça, pour acheter, il faut d'autres conditions, il faut un certain niveau de vie, il faut une capacité d'emprunt, il faut des banques qui suivent, faut toutes sortes de choses. Donc c'est pas évident, hein, c'est pas la bonne solution, hein, de rendre les gens tous propriétaires, déjà, parce qu'il y a plein de gens qui peuvent juste pas, donc il faut pas rentrer dans cette logique-là, sinon vous mettez sur le côté de la route énormément de gens. Et après, la location, enfin, voilà, c'est très bien aussi. Il y a plein de situations de vie où la location est préférable à l'achat de sa résidence principale. J'en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais j'en reparlerai parce qu'à titre personnel, c'est un move que je suis en train de faire. Voilà, je suis en train de. Enfin, là, je vais bientôt revendre ma résidence principale pour partir en location. Comme quoi, hein. Voilà. Il y a plein de cas comme ça. Et juste, je disais, donc là, il y avait 810 000 personnes en 2023 qui étaient sur la liste d'attente, mais il faut voir qu'en 1948, donc juste après que ça ait été mis en œuvre, il y avait 2400 personnes. Donc on est passé de 2400 en liste d'attente en 48 à 810 000 en 2023. Bah, en fait, c'est l'effet pervers sur la durée. Parce que pendant ce temps-là, vous n'avez pas d'investissement privé, vous n'avez pas de rénovation de l'habitat non plus, etc. Bon, c'est... En fait, ils ont mis, si on prend un exemple, là par exemple sur 2016, j'ai quelques chiffres, sur 2016, 40 000 personnes ont été ajoutées sur la liste d'attente pendant cette année-là, tandis que seulement 6 900 nouveaux logements locatifs ont été attribués. Vous voyez un peu le décalage? Donc, on se retrouve effectivement dans une situation où
bah, c'est vraiment, c'est vraiment très compliqué et finalement, à chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait d'encadrer les loyers, ça peut paraître intellectuellement une bonne idée, parce que ça évite que les loyers, ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent, ils grimpent et c'est vrai qu'en France, notamment, on a une problématique, c'est que les salaires, en tout cas les revenus nets, disponibles, n'augmentent pas autant que l'inflation. Sauf que, par contre, pour le bailleur, tout le reste augmente avec l'inflation, plus, l'augmentation des dépenses publiques qui est juste débile, en fait. Donc à côté de ça, ben, vous essayez de compenser un minimum votre perte de rentabilité sur le loyer. Mais c'est pareil, peut-être qu'il y a des personnes qui sont locataires et qui ne sont pas bailleurs qui vont regarder cette vidéo. Soyez-en bien certains. Heu, Moi je ne connais pas de bailleurs qui répercutent la hausse qu'ils vivent sur les loyers. En tout cas, pas dans les proportions. Si aujourd'hui votre loyer il va augmenter de 20 euros, vous allez trouver que c'est énorme, 20 euros par mois, mais soyez certain que ça veut dire qu'à côté de ça, pour le bailleur, ses charges ont augmenté de 100 et que la rentabilité, elle baisse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, trouver un bien rentable, c'est pas toujours très facile et que souvent, il faut y mettre énormément d'énergie, notamment en rénovation, ou aller chercher des choses un peu atypiques ou un peu éloignées des centres-villes, ou en tout cas, ce qui est sûr, et donc vous le voyez avec ces différents exemples, hein, donc 2 exemples en France, un exemple en Allemagne, un exemple à Stockholm, à chaque fois. Et c'était toujours des dispositifs qui duraient très peu de temps et puis qui ont fini par bah, soit durer très longtemps comme à Stockholm ou comme, au début du XXe siècle en France, jusqu'à ce qu'on se décide à réagir, à faire quelque chose, soit, bah, on s'aperçoit au bout de au bout de 2, 3, 4, 5 ans, bah, que c'est la catastrophe, en fait. Et là, pour l'instant, il y a pas ce recul. Donc voilà. L'idée, c'était pas de, parler de politique, hein, j'ai cité personne, je sais pas, je m'en fiche des programmes des uns et des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vision de bailleur et ce que je vous dis, c'est que moi, en tout cas, dans une ville où il y a un encadrement des loyers, où on entend parler d'un potentiel encadrement des loyers, j'y vais pas. Parce qu'on est quand on fait un investissement immobilier, on n'est pas là pour 6 mois. On est là pour, au moins 7 ans. Probablement plutôt 10, voire 20, voire, le garder en patrimonial. Donc en fait, il faut essayer de se projeter sur quelle est la probabilité qu'un jour on va se retrouver dans une situation où l'équation de rentabilité n'est plus du tout la même que celle qu'elle était au point de départ et ne rend l'investissement tout simplement plus rentable. Et donc on a énormément de cas, comme j'en ai décrit quelques-uns, dans l'histoire et à travers le monde, qui prouvent et qui arrivent systématiquement au même résultat. Brider les loyers, ça veut dire moins d'intérêt pour les investisseurs, donc ça veut dire moins de rénovation, ça veut dire moins d'offres, ça veut dire plus de bagarres pour avoir les biens, donc des loyers qui augmentent et des biens qui se dégradent parce que, en fin de compte, on va pas faire le travail. Et à la fin, ça fait quoi? À la fin, tout ça, c'est contre-productif parce que par contre, le marchand de sommeil, lui qui fait ses doubles loyers, ou bien qui va faire payer en liquide, etc., lui, il s'en fout, hein. Il respecte pas le DPE, de toute façon, il n'y a pas de bail, donc il n'a pas de problème de DPE. Mais il y a un moment donné, les gens, ils doivent bien se loger. Donc paradoxalement, ce genre d'approche, non seulement économiquement, bah, ça tient pas la route, mais en plus d'un point de vue, humain, j'ai envie de dire, c'est presque, l'inverse, enfin, on obtient l'inverse de ce qu'on aimerait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des loyers où on pense, qu'ils vont rester raisonnables ou voire, qu'ils vont baisser, non, en fait, c'est juste qu'ils augmentent, mais de manière plus discrète et de manière, non seulement avec moins de captation pour l'État, mais surtout pour les gens qui vont se retrouver dans des situations qui sont très désagréables. Donc si vous voulez apprendre à investir correctement et à avoir quand même de la rentabilité, je vous invite à découvrir les autres vidéos sur cette chaîne, j'en ai fait énormément, sur comment investir correctement, comment trouver des biens, comment les rénover, etc. Il y a énormément de choses. Je vous invite à regarder tout ça et à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo si, ou à la commenter. D'ailleurs, moi, je serais assez intéressé de savoir si, vous-même, vous iriez ou vous êtes allé dans des endroits, qui étaient comme ça à loyer, réglementé et bah, comment vous en sortez, hein, concrètement, quel est votre retour d'expérience par rapport à ça? C'est toujours extrêmement riche et précieux de le partager avec, d'autres investisseurs qui sont soit dans le même cas que vous et quelque part, ah ben, c'est intéressant de tout simplement se sentir moins seul, soit, bah, qui envisagent éventuellement et c'est bien d'avoir ce retour d'expérience-là pour être sûr de comprendre vers quoi on s'engage et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.